À présent, parlons de la reprise. Et oui, à 14h35, mettons-nous à l'heure de la relance. Mais d'abord, petit coup d'œil dans le rétro. Début 2020, le gouvernement d'Édouard Philippe s'apprêtait à enclencher des réformes structurelles, telles que celle de l'assurance chômage, la réforme des retraites ou la réforme du grand âge, alors que le déficit de la France était pour la première fois depuis des années sous les 3% du PIB. Patatras, le Covid s'invite chez nous, et le 12 mars 2020, le président Macron annonce le « quoi qu'il en coûte ». Au final, le PIB de la France aura chuté de 8% en 2020, tandis que le gouvernement table pour 2021 sur une croissance de 5%. Pour y parvenir, il a adopté l'été dernier un plan de relance de 100 milliards d'euros sur 2 ans, dont 40 milliards financés par l'Union européenne. Est-ce que ce sera suffisant pour relancer la machine économique? Et quel rôle peut tenir le secteur du grand âge dans la reprise? C'est ce dont nous allons parler à présent. Et je vais inviter pour commencer à me rejoindre le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Bienvenue, Geoffroy Roux de Bézieux, installez-vous. Je vous en prie. On a envie de savoir tout simplement pour commencer le bilan économique et social que le président du MEDEF tire de cette crise. J'ai combien de temps? Un temps Non, je vais faire une réponse raisonnable. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. C'est une question compliquée parce qu'on est encore dedans. Mais si on doit essayer de décrire cette crise, c'est une crise très différente de toutes celles qu'on a vécues, puisque finalement, les États, partout dans le monde, ont mis l'économie sous cloche, ont arrêté l'économie, pour des bonnes raisons, évidemment, des raisons sanitaires. Et on a pu constater que ça avait effectivement l'effet qu'il fallait, même avec le temps que ça a pris sur l'impact de la pandémie. Mais aujourd'hui, on est en train de retirer cette cloche. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'au fond, on retrouve l'économie dans le même état où on l'avait laissée il y a maintenant 16 mois. Et en particulier pour l'économie française, avec ses forces et avec ses faiblesses. Moi, je suis très frappé, par exemple, de voir les patrons de tout secteur autour de moi aujourd'hui dire que leur principale difficulté, ce sont des difficultés de recrutement. C'était exactement la situation dans laquelle on était au mois de février. La France a un problème de marché du travail, malgré un chômage à 8%. Elle l'avait avant la pandémie, elle l'a après la pandémie. Donc au fond, cette crise, elle a finalement un peu gelé les choses. Bon, mais au passage, vous l'avez évoqué, on s'est endetté, on a détruit de la richesse, à 8%, il va falloir du temps pour le recréer. Et puis par ailleurs, il y a eu des tendances de fond qui émergeaient, qui se sont accélérées. Le télétravail, la numérisation de l'économie, les difficultés de certains secteurs, comme par exemple le commerce, enfin en tout cas le commerce de détail. Donc ça a été un accélérateur de tendance dont on n'a peut-être pas tout à fait encore mesuré toutes les conséquences. Alors effectivement, vous parlez d'un endettement public de la France à 118% de son produit intérieur brut. C'est un niveau inédit, en raison du fameux « quoi qu'il en coûte ». Quel regard vous portez aujourd'hui sur la façon dont les entreprises ont réagi pendant cette crise, la façon dont elles se sont adaptées ou non? Alors, les entreprises ont été partout extrêmement agiles, extrêmement réactives. Et d'ailleurs, ce n'est pas le président du MEDEF qui vous le dit, ce sont toutes les études qu'on a menées. Une des choses les plus spectaculaires, et qui est très différente de la crise de 2008-2009, c'est que toutes les images d'opinion qu'on fait auprès des Français, qui soient d'ailleurs ou pas salariés du privé, montrent que l'image des entreprises est ressortie très renforcée de cette crise. Pourquoi? Parce que les Français ont vu d'un côté
des entreprises qui réagissaient, qui essayaient de trouver des masques, qui essayaient de lancer des fabrications de vaccins comme elles pouvaient, des entreprises qui trouvaient des vaccins. En moins d'un an, 4 entreprises mondiales ont trouvé des vaccins. Donc une réactivité, une agilité très forte, et parfois, par comparaison, un système étatique assez bureaucratique et assez long à réagir. Et tout ça, ça s'est traduit dans des enquêtes d'opinion très favorables. Tout à l'heure, dans son introduction, dans son discours, la déléguée générale évoquait la différence de traitement entre le public et privé, qui est une vieille habitude française, malheureusement, une sorte d'inégalité de traitement. Ça s'est retrouvé, mais dans l'autre sens, en termes de réactivité. Et je crois que les Français reconnaissent que les entreprises ont joué le jeu. Elles ont aussi joué le jeu pour les protéger. Et elles vont jouer le jeu, j'espère, bientôt pour pouvoir les vacciner en masse. Alors, on aimerait avoir votre avis sur le plan de relance en soutien à l'économie. Je le disais, 100 milliards sur 2 ans. Objectif de ce plan de relance, retrouver en 2022 un niveau d'activité d'avant la crise, créer dès 2021 160 000 emplois, alors même que la crise aurait conduit à la suppression de 800 000 postes, redresser l'économie et faire la France de demain. Voilà l'objectif. Votre regard sur ce plan de relance? Alors peut-être un mot d'abord sur la reprise, puisque on est dans une situation un peu paradoxale aujourd'hui où pendant toute la période de la pandémie, on avait un gouvernement qui annonçait parfois l'apocalypse. Vous vous souvenez que M. Le Maire avait dit 1 million de chômeurs, on a parlé du mur des faillites, etc., etc. Or, nous, au MEDEF, on a toujours été assez, non pas optimistes, mais relativement confiants dans la résilience de l'économie. Aujourd'hui, je suis un peu à contre-emploi parce que je vois un gouvernement qui est très euphorique. On nous parle de Movida, de reprise exceptionnelle. Oui, la reprise est forte, c'est vrai. Tout simplement parce qu'il y a un effet de rattrapage, et en partie dans les secteurs qui ont été fermés. Donc oui, les chiffres d'affaires des restaurants, des cinémas, les réservations pour les vacances sont très fortes. Mais je crois qu'il faut regarder un tout petit peu au-delà de ça, essayer de te projeter à la rentrée ou même un peu plus loin. Et il y aura une reprise, mais elle n'est pas forcément aussi durable qu'on puisse l'espérer, parce que, comme je l'ai dit en introduction, les difficultés de l'économie française n'ont pas disparu magiquement avec le Covid. Alors, ce plan de relance, il est vraiment tourné vers l'industrie. Aujourd'hui, il n'y a essentiellement que les secteurs industriels qui peuvent s'inscrire dans les différentes initiatives, un peu le bâtiment autour de tout ce qui est rénovation énergétique. Et c'est pour ça que nous, on plaide pour un plan de relance 2 ou un plan de transformation, quel que soit le nom qu'il lui donne, qui ait 2 caractéristiques. La première, c'est qu'il s'adresse à tous les secteurs, et en particulier au secteur des services, y compris le vôtre, qui a des investissements, alors pas de la même nature. Il n'y a pas de robots à acheter, encore que peut-être qu'il y en a, je ne connais pas tous les investissements à faire, mais le tropisme industriel du plan de relance numéro 1 était une bonne chose, mais on ne peut pas ignorer le reste de l'économie. Et l'autre caractéristique qu'on souhaite sur ce plan de relance ou ce plan de transformation 2, c'est qu'il soit vraiment porteur de croissance potentielle. C'est-à-dire qu'on sorte de mesures qui permettent de rattraper les difficultés qu'on a eues et qu'on s'investisse durablement dans l'avenir. Un peu la lumière, d'ailleurs, du plan de Thierry Breton au niveau européen. Quand vous regardez bien la manière dont il organise son action européenne, il n'est pas tourné que vers l'industrie, il est aussi tourné vers l'innovation au sens large, dans tous les métiers et dans les métiers de service. On rappellera à propos du plan de relance européen qui a été donc enfin ratifié, 750 milliards d'euros. Permettez juste de rajouter quelque chose là-dessus, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez. L'Europe a quand même été formidable dans cette crise. D'abord, un petit rappel quand même, si on n'avait pas été avec l'euro, qu'on était encore en francs, je vous assure qu'on serait mal. Regardez comment se comporte la monnaie argentine, la monnaie turque, etc., etc. L'euro nous a protégés, et les pays d'Europe du Nord, qu'on a toujours tendance à critiquer pour leur rigueur budgétaire historique, c'est aussi parce qu'ils ont mené leur barque historiquement en étant économes, en ayant des budgets équilibrés, en étant faiblement endettés, que l'euro est une monnaie crédible et qu'elle nous a permis de nous endetter tous ensemble. Donc c'est la rigueur des pays du Nord qui nous a collectivement aidés. Et l'autre chose, c'est qu'on sera le continent le mieux vacciné du monde à la rentrée. On est le seul continent qui a exporté des vaccins. 4 sur 5 des vaccins ont pour origine des chercheurs européens et des fonds européens.
Donc oui, l'Europe a des défauts, oui, l'Europe parfois lente, oui, l'Europe parfois bureaucratique, mais quand même, et d'ailleurs contrairement à la crise précédente, dans cette crise, elle a joué le rôle important de gardien et de protecteur. On rappellera que la particularité de ce plan de relance européen réside dans le fait que les États ne vont pas recevoir des sommes proportionnelles au montant de leur produit intérieur brut, mais proportionnelles à leurs besoins. Par exemple, l'Espagne va percevoir plus d'argent que l'Allemagne. C'est une particularité. Oui, ça montre aussi, et ça nourrit ce que je viens de dire, que ces fameux pays d'Europe du Nord, souvent critiqués, ont su se montrer généreux. Vous avez cité l'Espagne, hein, le pays qui reçoit le plus d'aide, c'est l'Italie, qui est un des pays les plus en difficulté sur le plan économique d'une part, et là où la pandémie a frappé le plus tôt et le plus fort. Donc c'est la preuve d'une solidarité européenne forte qui nous bénéficie un peu, parce que nous on est un peu entre les deux, on reçoit moins d'argent que l'Espagne, l'Italie, mais plus que d'autres. Ça montre aussi quand même que face aux tensions géopolitiques, alors qui peuvent paraître un peu lointaines hein, quand on est patron d'un EHPAD quelque part, mais on sent quand même que le monde devient plus brutal. Et les tensions entre la Chine et les États-Unis, on peut se dire que ça n'a pas de conséquences immédiates pour nous, sauf le jour où brusquement les approvisionnements qui viennent de telle ou telle partie du monde sont coupés, où on se rend compte que tout le paracétamol européen est fabriqué en dehors de l'Europe. Et donc cette Europe qui se veut autonome, indépendante, a su se montrer aussi généreuse. On rappellera à propos de la croissance un chiffre, que le PIB français a finalement reculé au premier trimestre de 0,1%, forte révision de la précédente estimation qui tablait sur une croissance de 0,4%. Oui, là je pense qu'on est un peu dans l'épaisseur du trait. Le vrai sujet, c'est quoi? À mon avis, il est double. Hein. Bon, on a perdu 8% de richesse collective sur l'année 2020. À quel moment on sera capable de rattraper cette richesse et de repartir en croissance? Je pense qu'on va faire le chiffre que les économistes prévoient, que la Banque de France prévoit, que Bercy prévoit, entre 5 et 6% de croissance cette année par un effet un peu de rattrapage. La vraie question, c'est 2022, ce que je disais sur la durabilité de la croissance. Est-ce qu'on est capable de retrouver notre niveau de richesse collective à mi-2022 et finalement d'effacer cet épisode pandémique, en tout cas au point de vue de la richesse collective? Mais si on se projette un peu au-delà, depuis 20 ans, le taux de croissance potentiel de l'Europe et de la France est la moitié de celui des États-Unis, et évidemment beaucoup plus faible que celui de la Chine. Donc la richesse par habitant, parce que le PIB, ça peut paraître un peu mystérieux, enfin je veux dire, c'est la richesse par habitant, c'est le bien-être collectif. Il baisse, enfin tout moins il s'écarte entre la France, les États-Unis, enfin l'Europe, les États-Unis et le reste du monde. Et donc la vraie question de la croissance, c'est celui de notre croissance potentielle post-pandémie, post-rattrapage du niveau de vie. Est-ce qu'on va continuer avec une croissance entre 1 et 2% péniblement tous les ans, ou est-ce qu'on va trouver la dynamique qu'ont les Américains depuis 20 ans, autour de 3, enfin entre 2 et 3%, pour qu'on puisse créer de la croissance et rembourser la dette? Vous avez évoqué brièvement la dette à 118%. Il y a deux manières de rembourser la dette. Vous le savez, il y en a une qui est d'augmenter les impôts. C'est celle qu'on a pratiquée très largement en France depuis des années. Je crois qu'on est arrivé à un niveau où c'est plus possible. Et l'autre, la bonne, c'est de la croissance. Parce qu'on peut augmenter les recettes fiscales sans augmenter le taux des impôts, simplement en augmentant le sous-jacent à l'assiette fiscale. Vous êtes un patron du MEDEF plutôt optimiste aujourd'hui? D'abord, un patron, c'est toujours optimiste, sinon il ferait un autre métier. On peut se lever le matin avec l'idée que voilà, les clients vont venir, les commandes vont venir, les salariés vont venir, enfin bref, c'est quand même un peu dans notre ADN. Bon, oui, je suis raisonnablement optimiste. Si vous voulez, on a quand même... Bon, d'abord, on est tous optimistes, ne serait-ce que parce que revenir en terrasse, enlever le masque, fait du bien au moral, hein, j'imagine, pour vous, pour vos collaborateurs, pour tout le monde. Et puis parce que ce pays a des ressources, parce que on a vu des entrepreneurs extrêmement dynamiques, et moi, à chaque fois que je me promène, je vois des gens qui ont la pêche. Mais il y a quelques nuages noirs à l'horizon. Il y a un nuage noir autour de l'élection présidentielle, hein, il faut le dire, et une incertitude forte, une sorte d'hystérie dans le climat politique qui peut être assez inquiétante. Il y a ce problème de recrutement
que j'ai évoquées. Il y a une vraie question autour, vous lirez la une du Point de cette semaine, ces Français qui ne veulent plus travailler. Bon, un peu provocateur, mais il y a quand même une question sur l'envie de travailler qui peut se poser. Il y a une question qui ne vous concerne pas, mais qui est quand même très importante sur les matières premières. Si vous êtes entrepreneur de bâtiment aujourd'hui et que l'acier a augmenté de 60%, ou que vous n'avez pas commandé du bois, ça rend la croissance compliquée. Et puis, je l'ai dit, il y a un nuage noir un peu plus lointain qui est celui de la géopolitique. J'ai reçu avant-hier au MEDEF le Premier ministre australien. Et dans le tête-à-tête qu'on a eu, il est très inquiet des tensions avec la Chine. Gros, il vous dit, il n'y a pas de journaliste dans la salle. Ouais. Allez-y, parlez librement. Oui, je ne tweetez pas ça, mais il vous dit en gros, la Chine, vous savez, les Chinois, c'est des joueurs de Go, c'est pas des joueurs d'échecs, donc la tactique en jeu de Go, c'est d'encercler progressivement. Et donc, on est de plus en plus encerclé, et donc c'est pour ça qu'il venait en Europe, c'était pour trouver un accord commercial. Alors, il a signé avec le Royaume-Uni post-Brexit. Et il voudrait en signer avec l'Europe. Alors malheureusement, comme vous le savez, notre opinion publique ne veut plus de grands accords commerciaux. Et pour autant, je pense que c'est difficile de ne pas prendre cette main. Donc on peut être inquiet un peu de l'avenir des relations transatlantiques. Alors tout ça peut paraître lointain pour le business au quotidien, mais c'est quand même des petits nuages noirs à l'horizon. Pour finir, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux professionnels du grand âge qui sont en face de vous aujourd'hui ? D'abord, j'ai écouté avec attention le discours. Bravo, parce que effectivement, vous avez subi, en entendant raconter l'année 2020, vous avez subi, alors comme d'autres, mais peut-être en première ligne, une énorme crise pandémique inimaginable qui ressemble à rien. Et vous étiez effectivement en première ligne, d'abord face au décès au moment du premier confinement, puis face à la vaccination en urgence au mois de décembre. Et donc, vous avez été réactif, vous avez été agile, vous avez été proche de vos pensionnaires, de vos patients, de vos clients. Et je crois que c'est déjà assez formidable. Après, le grand âge est une industrie d'avenir. Je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes. Moi, j'aime bien le slogan là, de les professionnels du grand âge, parce que ça montre bien que, comme toute industrie, il faut de l'expertise, il faut des professionnels. Et que le tout public qu'on voit dans l'hôpital, qu'on voit dans la médecine, ce tropisme français à considérer que à partir du moment où on fait du profit, on ne travaille pas pour le bien commun, est un défaut majeur. Alors, j'allais dire, c'est pas ce gouvernement qui l'a inventé, c'est sûr. C'est une espèce de suspicion qu'on a, enfin, auquel on fait face, nous les entrepreneurs, à partir du moment où on amène un projet qui a un caractère, j'allais dire, capitaliste, on nous soupçonne toujours de ne pas contribuer à l'intérêt général. Or, l'intérêt général, personne ne le détient. Ça n'est pas parce qu'on est ministre du gouvernement ou fonctionnaire qu'on détient l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers à partir du moment où la législation, les règles fiscales, les règles de droit du travail font en sorte que ces intérêts particuliers contribuent à l'intérêt général. C'est un message global qu'on essaie de faire passer au MEDEF. Et donc, je pense que vous avez, en tant que professionnel du grand âge, un rôle majeur à jouer dans les réformes à venir. Alors, j'ai entendu là, ce que disait aussi toujours la déléguée générale sur la possibilité d'avoir une loi grand âge à la rentrée dans le PLFSS. Je suis un tout petit peu plus sceptique. Ce que je comprends, c'est qu'il y a la volonté de faire la loi ou un projet de loi grand âge en même temps qu'un projet de loi retraite. Alors, je dis peut-être un mot là-dessus, si vous m'autorisez à dépasser de quelques minutes mon temps de parole. Moi, je me suis positionné au moment où le président de la République a remis le sujet des retraites dans la nature, si j'ose dire, ou l'atmosphère. Je me suis positionné contre le fait de le faire maintenant, mais bien sûr pour une réforme des retraites. Le sujet, il est très simple, vous le connaissez. On a choisi tous ensemble, en 1945, de faire une retraite 100% par répartition. La répartition, contrairement à ce que croient les Français, malheureusement, c'est pas je cotise pour ma retraite, c'est je cotise pour la retraite des gens qui sont à la retraite, et j'espère que quand je serai à la retraite, les autres feront pareil. Donc il y a un sujet de solidarité générationnelle énorme. En 1945, on avait un retraité pour 4 actifs. Aujourd'hui, on a un retraité pour 1,1 actif. Donc il faut absolument augmenter l'âge de la retraite. Il n'y a pas d'autre solution. Donc il faut dire la vérité aux Français, mais on ne peut pas le faire en 3 mois, à 8 mois de la présidentielle, quand on ne l'a pas dit avant.
Donc c'est pour ça que sur cette loi retraite, nous, notre position, elle est, il faut la faire en septembre 2022 avec l'onction du suffrage universel. Et c'est pour ça que je suis un peu plus sceptique sur le fait qu'il y ait en même temps, en 21, ce projet de loi grand âge. Mais là aussi, il faudra un projet de loi dépendance parce que c'est un sujet majeur devant nous. Eh bien, l'avenir répondra à ces questions. Merci en tout cas. Merci à vous, Geoffroy merci beaucoup. Roux de Bézieux, président du MEDEF, merci d'avoir répondu à l'invitation du CINERPA. À présent, nous allons poursuivre sur notre lancée et continuer de parler de la relance en accueillant immédiatement un homme qui est économiste, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE et membre du Haut Conseil aux finances publiques. Je vous demande d'accueillir Éric Heyer. Bienvenue Éric, merci d'être avec nous. Revenons d'abord sur 2020 et le fameux « quoi qu'il en coûte » décrété par Emmanuel Macron le 12 mars. Quel en a été le coût et quel bilan peut-on en tirer pour les entreprises et pour les ménages ? Bonjour tout le monde. Alors j'avais préparé des petits slides, je ne sais pas si... oui, où est la commande ? Où est la commande ? Sinon, de toute manière... Where is the command ? Ah, d'accord, je vais me déplacer. Voilà, ce sera mieux effectivement pour illustrer vos propos. Alors non pas, enfin un économiste se déplace toujours avec ses slides, hein, donc généralement. Non mais je pense que c'est important de les avoir. Ça va rester un peu plus gravé que quelques chiffres qui finalement disparaissent. C'est-à-dire que je vais commenter la France et puis vous aurez le reste pour savoir si les autres ont fait plus ou moins que la France. Donc, vous voyez, sur l'année, donc on a dit, on a perdu 8% de richesse, mais ça fait à peu près 160 milliards d'euros de revenus qui ont disparu. Qui a supporté cette perte ? Vous voyez, sur ce graphique, quand on essaye de distinguer les entreprises, les ménages et les administrations publiques, c'est effectivement les administrations publiques qui ont pris à leur charge le plus gros de cette perte, mais vous voyez que les entreprises ont perdu aux alentours de 60 milliards d'euros, ce qui est énorme. Hein. Vous voyez, un CICE, c'était 20 milliards, donc c'est 3 ans de CICE qui ont disparu, et les ménages, vous voyez tout en haut, qui ont finalement gagné. Alors ça, c'est macroéconomiquement parlant, hein, bien sûr, il ne faut pas dire que les ménages sont plus riches, mais oui, macroéconomiquement, les ménages, sur les comptes en banque des ménages, il y a plus d'argent, finalement, qu'il y en avait en 2019. Donc vous voyez, le bilan, c'est le quoi qu'il en coûte n'a pas été parfait, c'est-à-dire que globalement, la compensation n'a pas été intégrale, les entreprises ont perdu, les ménages ont légèrement gagné. Quand je me compare aux autres pays, il vaut mieux être un ménage français qu'un ménage italien ou espagnol, qui ont légèrement perdu en revenus, mais vous voyez que globalement, en termes d'entreprises, c'est les entreprises françaises qui ont été le moins compensées des pertes. Alors attention, hein, ça c'est des revenus, mais normalement quand vous perdez 60 milliards de revenus, il y a des faillites d'entreprises. Non, il y a eu moins de faillites d'entreprises en 2020 qu'une année normale. Une année normale, c'est 50 000 faillites par an, c'est normal, ça fait partie de la vie économique. Il y a des faillites, mais il y a aussi des créations d'entreprises. En 2020, il n'y a eu que, entre guillemets, 35 000 faillites. Donc moins de faillites alors qu'on a perdu plus de revenus. Pourquoi ? Et le chômage a baissé. Alors là aussi, c'est une énigme quelque part, parce que vous voyez, on a détruit aux alentours de 400 000 emplois en 2020. La population active, normalement, aurait dû augmenter de 80 000, c'est-à-dire qu'il y a plus de jeunes qui arrivent sur le marché du travail que de seniors qui partent. Donc normalement, 400 plus 80, ça aurait dû faire 480 000 augmentation du chômage. Eh bien, il a baissé. Il a baissé de 53 000. Donc, vous voyez, ça, c'est une anomalie. Comment on l'explique ? Alors, du côté du chômage, c'est des gens qui ont été découragés. Ils sont sortis de la population active. Donc, ça, c'est quand même pas une très bonne nouvelle. Ça veut dire que progressivement, ils vont revenir. Donc, il faut s'attendre tout de même à cette augmentation du chômage de ce point de vue-là. Pour les entreprises, comment on peut expliquer qu'il y a eu moins de faillites ? Parce que dans le revenu, on n'intègre pas les aides, les prêts garantis par l'État et
les dettes fiscales qui ont été finalement repoussées. Et donc il y a eu 135 milliards de prêts garantis par l'État, il y a eu à peu près 35 milliards de dettes fiscales. Et vous voyez, c'est le jour où il va falloir rembourser tout cela que les 60 milliards vont revenir à la surface. Donc quand le président du MEDEF nous dit finalement ça va pas si mal, on s'attendait à plus de faillites, oui, c'est normal, elles sont pas encore arrivées. Alors le gouvernement, vous devez le savoir, a mis un moratoire d'1 an supplémentaire. Donc on devait commencer à rembourser normalement à partir de mars de cette année. On va devoir rembourser à partir de mars de l'année suivante. Donc pour l'instant, on est encore sous perfusion. Et les faillites ne sont pas là, effectivement. Alors, vous l'avez dit, les ménages se sont enrichis en 2020, certains ménages plus que d'autres. Donc il y a eu une surépargne, mais de la part de certains ménages qui ont été favorisés par rapport à d'autres. Effectivement, vous voyez, on a maintenu peu ou prou le revenu des ménages. Il y a même un léger gain, on va dire. Et on les empêche d'aller consommer. Du coup, il y a une épargne, il y a une surépargne qui apparaît. Et vous voyez, dans ce graphique, donc ça c'est les données officielles, tous les ménages dans les grands pays ont surépargné. Vous voyez, en France, généralement, on épargne quand on a un ménage, nous tous ensemble, on épargne 210 milliards par an. Et là, on a épargné en 2020 210 plus 98, vous voyez, plus de 300 milliards d'euros. Donc, vous voyez, c'est très étonnant. Pendant une crise, la plus grande crise qu'on ait jamais connue, sur les comptes en banque des ménages, il y a 100 milliards de plus que l'an dernier. Donc fin 2020 par rapport à fin 2019. Vous voyez, c'est une manne. Mais vous voyez, ça représente plus de 6% du revenu des ménages. Vous voyez, en Allemagne, c'est plus de 100 milliards. Vous avez tous les chiffres sur ce tableau. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais il faut avoir en tête que c'est colossal. Vous voyez, les entreprises ont perdu 60 milliards, mais les ménages ont gagné, ont 98 milliards d'épargne supplémentaire. On a envie de mettre un petit tuyau qui va de l'un à l'autre pour essayer de compenser tout cela. Mais ce qui est certain, c'est que ça, un jour ou l'autre, lorsqu'on va lever complètement les contraintes, cette surépargne va bien aller quelque part, et ça va être ça la grande interrogation pour demain. Alors, il y a des perdants, cela dit, dans les ménages, les jeunes. Aujourd'hui, il faut être quand même très prudent. On n'a pas d'analyse par décile de revenus, mais le Conseil d'analyse économique a commencé à nous éclairer dessus. Ces 98 milliards, 70% de ces 98 milliards sont concentrés dans les 20% les plus aisés des ménages français. Ça veut dire qu'il y a une inégalité qui est en train de se constituer dans les ménages et que les 20% les plus modestes auraient désépargné. Or, je mets du conditionnel parce que, bien sûr, c'est les analyses que l'on va devoir affiner. Et parmi les perdants, il y a bien entendu les jeunes. Alors, les jeunes qui étaient en scolarité et qui travaillaient en même temps pour payer leurs études. Ça, c'est la catastrophe, parce que eux ont perdu leur emploi et n'ont pas eu d'activité partielle, etc. Et ont dû même arrêter leurs études. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe pour cette jeunesse qui a dû arrêter leurs études à cause d'une pandémie. Et il y a le jeune qui est arrivé sur le marché du travail, qui était sur le marché du travail juste avant cette pandémie. C'est lui, dans les 400 000 destructions d'emplois, c'est essentiellement des jeunes qui étaient dans des contrats courts, qui n'ont pas accès non plus à l'activité partielle. Donc effectivement, les jeunes, alors j'appellerais pas ça une génération, mais plutôt une cohorte, c'est-à-dire les jeunes qui sont arrivés sur le marché du travail à ce moment-là, qui sont les grands perdants, effectivement. D'ailleurs, d'autres inégalités se sont creusées dans les emplois et dans le chômage. Alors, dans les emplois, dans le chômage, alors pour l'instant, encore une fois, le chômage, on dit bravo, vous voyez, parce qu'effectivement, le chômage n'a pas augmenté. Mais attention, je l'ai un peu dit, c'est en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui sont dans ce que l'INSEE appelle le halo du chômage. C'est-à-dire que, vous voyez, pour être chômeur, il faut avoir 3 conditions. Ne pas du tout avoir travaillé, être immédiatement disponible et être à la recherche d'emploi. S'il vous manque une de ces 3 conditions, vous n'êtes pas considéré comme chômeur. Beaucoup de personnes ont été découragées, donc ne recherchent plus un emploi, ou ne sont pas immédiatement disponibles parce qu'ils ont été confinés ou malades, et donc ils sont sortis du chômage. Ils n'ont plus que 2 conditions sur les 3, mais ils sont juste à côté, donc attention, ils vont revenir sur le marché du travail. Autre fait qu'il faut avoir en tête, vous voyez, dans les difficultés de recrutement évoquées par le président du MEDEF, il y a aujourd'hui tout de même quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on réouvre petit à petit l'économie, d'accord ? Et donc il y a des métiers qui sont sous tension, mais il y a d'autres secteurs qui sont complètement aidés encore. Il y a 2,3 millions
d'emploi, mais en activité partielle. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne recherchent pas un emploi parce qu'ils en ont un, mais ils ne travaillent pas. Ils sont en activité partielle. Vous voyez, 2,3 millions. En temps normal, ces emplois-là auraient été détruits et donc ils seraient allés vers des métiers en tension. Et donc on aurait eu un appariement un peu meilleur. Donc il va falloir quand même attendre que toutes ces mesures disparaissent. Je ne dis pas qu'il faut lever tout de suite l'activité partielle. C'est important d'aider, mais aujourd'hui, il ne faut pas tirer de conclusions un peu trop hâtives sur le marché du travail fonctionne très bien, on crée des emplois. Non, il est normal qu'aujourd'hui on crée des emplois parce que les entreprises qui peuvent créent. Les entreprises qui auraient dû en détruire ne détruisent pas. Ils mettent en activité partielle. Ah bah oui, le solde du coup devient positif, mais parce que c'est exceptionnellement subventionné par les finances publiques. Alors, on revient encore un instant sur 2020, après on va parler des perspectives d'avenir, mais bon, ça a déjà été un peu dit, effectivement, du côté des entreprises, tous les secteurs, bien évidemment, n'ont pas été logés à la même enseigne. Ah non. Non. Alors, vous voyez, ça, c'était un chiffre, mais pour le monde. Et après, je verrai pour la France. Mais vous voyez, si on dit que globalement, on est en train, fin 2020, de revenir peu ou prou dans le monde au niveau d'activité de fin 2019, il manque encore quelques pourcentages. Mais vous voyez, c'est ce qu'on appelle un peu une reprise en cas. C'est-à-dire, quand c'est bleu, c'est que les secteurs sont revenus au niveau d'avant-crise. Et quand c'est rouge, c'est qu'on est encore très en deçà. Mais vous voyez que dans le monde, vous avez encore beaucoup de secteurs qui sont très en deçà du niveau d'avant-crise et quelques secteurs qui sont revenus au-dessus du niveau d'avant-crise. C'est pour ça qu'on appelle ça un K. D'accord ? Vous voyez un peu cette lettre, alors un K, un C, peu importe. Vous voyez, dans l'abécédaire des reprises, on connaissait le V, on connaissait le W. Maintenant, on est en train d'apprendre la lettre K. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment sectoriel aujourd'hui, la crise. Et vous avez des secteurs comme l'hébergement, la restauration, qui, dans le monde, tournent aujourd'hui à moins 17%. Et des secteurs comme les biens d'équipement qui, aujourd'hui, ont dépassé leur niveau de 2019. Donc attention, il y a énormément d'hétérogénéité sectorielle. Ça, c'est dans le monde. Si je regarde la France, en gros, globalement, les pertes sont... Alors, je ne vous ai pas mis finalement ce slide-là, mais les pertes sont ciblées sur 4 grands secteurs. C'est 4 secteurs qui engrangent 70% des pertes de l'économie française. Ces secteurs, on les connaît, c'est l'hébergement et la restauration, c'est les services à la personne, c'est les services de transport et les matériels de transport. Alors, les perspectives, c'est écrit. Quelle prévision ? Alors, quelle prévision ? D'abord, vous en avez parlé, mais on connaît déjà le premier trimestre. Et effectivement, le premier trimestre, tout le monde est retombé en récession. Tout le monde est retombé dans un chiffre négatif, sauf les États-Unis. Je parle des grands pays, je ne parle pas des pays émergents comme la Chine. Mais dans les pays développés qui sont, disons, comparables, effectivement, on constate, au premier trimestre, on a pris beaucoup de mesures prophylactiques, on a confiné, et donc on est retombé en récession, sauf aux États-Unis, plus 1,6. C'est un rebond gigantesque, mais je pense que les États-Unis, ça va être... ils vont spolier ce qui va se passer ici. C'est-à-dire que si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, 3-6 mois plus tard, c'est ce qui va se produire en Europe. Alors vous voyez, la France, oui, est en négatif, moins 0,1, mais regardez les autres pays. Regardons même l'Allemagne, moins 1,8%. Donc vous voyez, on peut aussi se comparer aux autres pays européens. Et on peut aussi regarder un peu du niveau. Parce que le taux de croissance, vous voyez, c'est par rapport au trimestre précédent. Mais vous voyez, moi j'aime beaucoup ce graphique qui finalement vous indique la chronique au cours de cette crise. Donc le point de départ, c'est où on en était en 2019 et c'est les écarts par rapport à ce qu'on produisait en 2019. Et vous voyez, ce que l'on voit, c'est qu'au premier trimestre de 2021, les États-Unis sont quasiment revenus au niveau de 2019. Il leur manque encore 0,9%, donc ça y est. Ils ont quasiment rattrapé et ça veut dire que le trimestre prochain, ils produiront plus qu'ils ne produisaient au 4e trimestre de 2019. Après, vous avez le Japon, où il leur manque encore à peu près 2,5 à 3%. Et puis après, il y a l'Europe. Très en retrait, l'Europe, finalement. Mais vous voyez que le premier pays européen, c'est la France. La France, et aujourd'hui, tourne à moins 4,7. Allez, on peut même arrondir à 5%. Vous voyez, aujourd'hui, les statistiques ne sont pas aussi précises que cela. Mais la France tourne à moins 5. Mais en tournant à moins 5 par rapport au niveau normal, on a la meilleure performance des grands pays développés. Des grands pays, de l'Europe. Parce que vous voyez que l'Allemagne est légèrement en dessous de nous. Vous voyez que l'Italie est plutôt aux alentours de moins 7.
que le Royaume-Uni est plutôt aux alentours de -8 et que l'Espagne est plutôt aux alentours de -9. Donc vous voyez, quand on parle de, voilà, peut-être demain on aura +5 de croissance, mais vous voyez, pour nous, +5 de croissance, ça veut dire qu'on reviendra à peine au niveau d'avant-crise à la fin de l'année. C'est à peu près cela le scénario qui est entrevu. Mais vous voyez, c'est pas non plus spectaculaire. Ça veut dire que pendant toute l'année 2021, on sera en dessous du niveau normal et qu'il va falloir attendre la fin de l'année 2021 pour retrouver les niveaux de 2019. Mais vous voyez, normalement, en fin 2021, s'il n'y avait pas eu la crise, on aurait eu 2 années de croissance pleine, de croissance économique, qui tourne aux alentours, comme l'a dit le président du MEDEF, aux alentours de 1,2, 1,3. Donc ça veut dire que fin 2021, on aura perdu à peu près 2,7% de croissance. Donc vous voyez, avant d'avoir tout récupéré, il va falloir un peu de temps, et donc il est là l'enjeu. C'est comment fait-on pour récupérer? Mais vous voyez, ce graphique est là un peu pour nous rassurer aussi relativement. On n'a pas été les pires élèves de la classe. On s'en sort comme nos amis allemands et on s'en sort beaucoup mieux qu'un certain nombre de pays comme le Royaume-Uni ou l'Espagne. Est-ce que les ménages vont rester gagnants par rapport aux entreprises? Ah oui, ça c'est... Alors bon, ça c'était sectoriel, mais passons. Allons directement sur... Alors d'abord, peut-être, oui. Ce graphique-là est intéressant. En 2021, on va continuer finalement à vivre sous mesures prophylactiques. Même si elles se lèvent petit à petit, ces contraintes, on n'est pas, en tout cas au premier semestre, on a continué à surépargner et on a continué à empêcher les entreprises de produire exactement comme bon il lui semble. Alors, vous voyez, on avait commenté la première barre pour 2020. Vous voyez, pour 2021, là, le quoi qu'il en coûte marche beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on va perdre à peu près plus de 90 milliards, et ça sera pris l'intégralité par les finances publiques. Sauf qu'il y a un agent qui va continuer à gagner, les ménages, à peu près une vingtaine de milliards, et un agent qui va continuer à perdre, les entreprises, encore une vingtaine de milliards. Donc là, c'est vraiment, il y a ce partage ménage-entreprise. Et donc, finalement, c'est la dernière colonne qui est intéressante, c'est le coût total de cette crise. Vous voyez, pour les entreprises, il va manquer 89 milliards de revenus. Vous voyez, donc l'addition s'alourdit. Et c'est pour ça qu'il nous semble que globalement, il faut faire attention aux faillites d'entreprises lorsqu'on va tout lever et demander aux entreprises de rembourser l'intégralité de ces prêts. Parce que les ménages, eux, encore une fois, les ménages au sens large, macroéconomiquement, vont être les grands gagnants de cette histoire. Vous voyez, aujourd'hui, les plans de relance sont restés en grande partie figés dans les comptes en banque. Et vous voyez, quand on regarde ce graphique, on voit qu'en France, fin 2021, nous, à l'OFCE, on l'anticipe à 163 milliards d'euros. La Banque de France, il y a 2 jours, on fait le même calcul, ils sont à 184 milliards. Donc, vous voyez, ils sont encore même au-delà de nos prévisions. Donc, vous voyez, en France, il y aura une masse énorme d'argent qui seront sur les comptes en banque et qui, un jour ou l'autre, iront soit dans la consommation, soit dans l'investissement des entreprises, soit dans de la dette publique, c'est-à-dire globalement, iront financer la dette publique. Vous allez prendre une assurance vie en euros et donc ça veut dire que les États auront beaucoup d'épargne pour aller les lever à des taux d'intérêt extrêmement faibles pour faire la relance et vous voyez que vous les avez dans tous les grands pays. Et donc moi, aujourd'hui, ce qui me rend relativement optimiste, c'est que dans toutes les prévisions qu'il y a aujourd'hui sur le marché, et nous, au Conseil des finances publiques, on auditionne l'intégralité des organismes, l'OCDE, le FMI, lorsque je leur pose la question, mais cette manne, êtes-vous d'accord sur les montants? La réponse est oui. Et qu'est-ce que vous avez fait comme hypothèse pour 2022? Où ira cet argent-là? La réponse est, on ne sait pas. Donc on l'a laissé en l'air. Donc ça veut dire que globalement, lorsque on nous dit qu'il va y avoir 4% de croissance en 2022, c'est avec une hypothèse que ces milliards d'euros, mais c'est gigantesque, je ne sais pas si aujourd'hui les milliards d'euros ça parle encore, mais je vous assure que c'est une manne gigantesque, puisqu'on dit que ça va rester là sans rien faire. Mais non, ça on se trompe lorsqu'on dit ça. Forcément, on ne sait pas où ira exactement cet argent, mais on sait qu'elle ira quelque part. Soit ça reste sur les comptes en banque, et donc ça veut dire que les banquiers auront beaucoup d'argent pour faire des crédits.
à des ménages, à des entreprises, soit ça ira dans la consommation, et alors là, auquel cas, eh ben, on va avoir des tensions extrêmement importantes et une reprise qui va être effectivement, comme certains économistes l'imaginent, ce sont les 30 glorieuses qui sont devant nous, soit ça ira dans l'investissement des entreprises, soit ça va se loger dans l'immobilier, mais alors attention, ça va faire une bulle immobilière, soit en bourse, mais ça va faire une bulle. Oui, il va se passer énormément de choses, parce que cet argent-là, tout l'argent qui a été déversé, et pour l'instant, je l'ai quelque part. Quelques mots pour finir avant que d'autres intervenants ne nous rejoignent. J'aimerais bien avoir votre regard sur le plan de relance dont on a parlé, de 100 milliards pour la France, 750 milliards au niveau de l'Europe. Doit-on le comparer au plan de relance américain de 1900 milliards de dollars, soit à peu près 1600 milliards d'euros, 8 points du PIB contre 2 pour l'Union européenne? Oui, alors effectivement, là, je suis d'accord avec le président du MEDEF, qui a quand même une énorme avancée en Europe. C'est 750 milliards. Vous voyez, l'idée des 750 milliards de cet argent-là, elle est apparue le 20 juillet dernier. On était les premiers à proposer un énorme plan de relance. Le problème, c'est qu'on a commencé à les lever il y a 2 jours. Il y a 2 jours, on a commencé à lever cet argent pour le donner effectivement à des personnes. Les États-Unis, Biden est arrivé bien après ce 20 juillet et tout de suite a mis à peu près 3 à 4 fois plus. C'est plus rapide. Il me semble que, vous voyez, déjà la situation initiale, on l'a montré, les États-Unis sont déjà bien en avance sur nous, sur le rebond, et en plus, ils se préparent une relance bien plus forte que la nôtre. Donc attention, effectivement, même si l'Europe a fait un grand pas sur la mutualisation et sur les plans de relance, et la Banque centrale est beaucoup plus active que pendant la crise de 2008, attention à ce qu'on ne prenne pas trop de retard par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine, bien entendu, qui vont être quand même, avec l'Europe, les 3 gros pôles de reprise. C'est plutôt cela qui m'inquiète, que finalement, les milliards d'euros qu'on devra rembourser un jour ou l'autre, c'est un problème, mais le retard que l'on pourra accumuler en est un autre. Bien, merci Eric, je vous garde, vous ne bougez pas. Nous allons accueillir à présent, je les appelle à nous rejoindre, Stéphanie Posa, Sylvain Rabuel, Nathalie Hannet et Agnès Firmin-Lebaudot. Mesdames, Monsieur... Alors, nous allons faire donc de gauche à droite. Nathalie Hannet, voilà, coordinatrice nationale adjointe de la mission sur les métiers de l'autonomie confiée par le Premier ministre. À côté de vous, Stéphanie Posa, vice-présidente déléguée de la CPME. Sylvain Rabuel, président directeur général de DomusVi. DomusVi, 250 EHPAD en France, 15 000 collaborateurs, 50 000 dans le monde. C'est bien cela, monsieur Rabuel? Oui, non, vous pouvez me faire oui. C'est ça, c'est parfait. Mais après, vous allez avoir un micro, je vous rassure. Vous n'allez pas tout nous faire en langue des signes. Et puis enfin, Agnès Firmin-Lebaudot, députée Agir de Seine-Maritime. Bienvenue à tous. D'abord, Madame Posa, je me tourne vers vous, donc vice-présidente déléguée de la CPME. Du point de vue des TPE-PME, comment relancer l'activité ? Alors, je suis assez d'accord avec l'analyse que vous avez pu faire. Il y a quand même une crainte concernant les TPE-PME. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit à juste titre. On a eu moins de défaillances sur 2020, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'aides. Les tribunaux de commerce ont été fermés, les assignations URSSAF n'ont pas eu lieu, et on a mené une enquête au niveau de la CPME auprès de nos adhérents. Il faut savoir qu'on a quand même 53% de nos adhérents qui craignent encore pour la pérennité de leur entreprise. Donc on voit bien quand même que le sujet n'est pas simple. Alors effectivement, les chefs d'entreprise sont des gens plutôt résilients, optimistes, ils ont envie d'y aller. Tout le sujet, c'est l'épargne qu'il y a sur les comptes des ménages, parce que c'est grâce à cette épargne, sans cette épargne remise dans la distribution, il n'y aura pas de relance possible. Et puis, on sait que le secteur du bâtiment est aussi très porteur, et Geoffroy Roux de Bézieux l'a mentionné tout à l'heure, on a un vrai sujet sur l'approvisionnement des matières premières qui crée aussi une rupture. Vous êtes aussi concernés par la problématique du recrutement, des compétences et du manque de main-d'œuvre que l'on subit dans tous les secteurs d'activité. Donc voilà un petit peu un premier panorama brossé rapidement. Alors, vous
vous émettez le souhait qu'on accompagne jusqu'à la fin de l'année, au moins, les TPE, PME. Vous avez souhaité un prêt de consolidation. Vous avez été entendu en partie ? Alors, on a été entendu en partie. En fait, la CPME, depuis le début de cette crise, a fait énormément de propositions dès le début et a accompagné l'exécutif pour remonter les difficultés au fur et à mesure de la crise dans les mesures d'urgence. Et puis après, on s'est dit, bon, maintenant, il faut penser à l'après, parce que le jour où la pandémie va ralentir et on va redémarrer, les entreprises vont pas redémarrer comme ça du jour au lendemain. Et on le dit bien, l'activité ne reprendra pas avant 2022 d'une manière, on va dire, comme ça pouvait l'être en 2019. Alors, on a fait des propositions et l'idée, c'était de se dire, les entreprises vont avoir des dettes qu'elles vont avoir accumulées, dettes fiscales, dettes sociales, PGE, des prêts éventuellement qu'elles avaient avant. Comment peut-on faire en sorte de leur redonner une bouffée d'oxygène ? Et c'est un peu, vous savez, comme pour les particuliers qui sont en surendettement, on leur fait un prêt de restructuration. Donc nous, on a suggéré de mettre en place un prêt de consolidation, c'est-à-dire de mettre tout dans une même enveloppe et de réétaler tout ça sur 10 ans, ce qui permet de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises. Qui dit moins de charges mensuelles, dit possibilité d'investir, dit aussi possibilité de recruter. Alors, on a été entendu partiellement, puisqu'il y avait des problématiques juridiques sur ce prêt de consolidation, mais effectivement, Bercy a annoncé une mesure qui se rapproche, donc on est plutôt assez satisfait. Alors, évidemment, on se doute que ça ne va pas reprendre de manière égale dans tous les territoires et dans tous les secteurs. Tout à fait. On parlait tout à l'heure d'inégalité avec 4 secteurs d'activité fortement touchés, mais il faut penser aussi au territoire. Si on prend par exemple l'hôtellerie-restauration, qui au premier confinement avait fortement souffert partout, qu'est-ce qui a sauvé un peu ce secteur d'activité sur le littoral l'été ? C'est la population française qui est restée en vacances en France. En revanche, dans les grandes villes, les grandes agglomérations, Paris, Lyon, ça a été catastrophique parce qu'il n'y avait plus de tourisme. Donc on voit bien qu'il y a une problématique d'hétérogénéité sectorielle, mais aussi territoriale. Et vous avez mis le souhait à la CPME qu'on aide les dirigeants des entreprises qui vont déposer le bilan. Oui. En fait, depuis le début de cette crise, on a 3 idées phares. Il faut protéger les salariés. Et ça, je pense que globalement, ça a été plutôt bien fait. Il faut protéger les entreprises. Et on voit bien aussi que les mesures qui ont été mises en place, même s'il y a quelques trous dans la raquette, ont plutôt protégé les entreprises. Et puis, la sortie de crise, on continue à mettre des outils en place avec les tribunaux de commerce, avec les CMA, avec les CCI, avec Bercy, pour aider les entreprises qui étaient viables avant la crise à continuer. Mais quid des dirigeants d'entreprises qui, malheureusement, ne vont pas pouvoir faire face à cette pandémie ? Et là, vous savez, un dirigeant d'entreprise, souvent, il a un statut de travailleur non salarié. Et quand il perd son outil de travail, déjà, c'est très, très dur psychologiquement pour lui parce qu'il y a vraiment une relation fusionnelle avec sa structure, avec son entreprise. Et puis, il n'a plus rien. Il n'a pas le droit au chômage. Il est souvent obligé de vendre sa résidence principale. Souvent, il divorce. Donc, l'idée, c'était de dire comment on peut le protéger. On a fait 11 propositions, 3 mesures phares. D'une part, l'idée c'est de ne pas ficher au fichier FICP, le fichier des incidents de crédit, les dirigeants qui pourraient effectivement faire faillite. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir besoin de rebondir. S'ils sont fichés à ce fichier, ils ne pourront pas obtenir de crédit. Donc si juste avant la crise, ils ont toujours remboursé leur crédit correctement, l'idée c'est de ne pas les ficher. Le dirigeant a une dette sociale au CPSTI qui est une dette personnelle. Donc ce que l'on demande aussi, c'est que cette dette rentre dans la liquidation de la structure juridique, rentre dans la liquidation de l'entreprise pour éviter qu'il soit rattrapé 1 an ou 2 ans après sur cette dette. Et puis la 3e idée, c'est de dire on suspend l'idée des cautions personnelles, c'est-à-dire que s'il y a une difficulté sur les crédits et qu'il faut actionner les cautions, on les suspend parce que c'est un cas de force majeure. Très bien. Rassurez-moi, il ne divorce pas toujours. J'espère pas, non. Chef d'entreprise. Non, mais vous savez, c'est vrai qu'on parle des 3D, dépression, dépôt de bilan et divorce. C'est un vrai fait parce que souvent, ça entraîne des événements familiaux bien au-delà de ce qu'on pense quand on voit ça de l'extérieur. Mais heureusement, ce n'est pas le cas pour tous. Bien. Agnès Firmin, Le Bodo, je me tourne vers vous. Comment voyez-vous la relance ? Comment voyez-vous le plan de relance ?
dont nous avons parlé déjà à maintes reprises avec Geoffroy Roux-Lebézieux et avec Éric Heyer. Bonjour à tous. Tout d'abord, je ne vais pas répondre à votre question, ce qui n'est pas dans mon habitude. Mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien, je vais y répondre après. Mais tout d'abord, puisqu'on est là pour fêter un anniversaire, souhaiter un joyeux anniversaire au Cinerpa. Je m'en voudrais beaucoup de l'oublier. Et puis, rendre hommage à tout le secteur pour ces 18 mois que nous venons de passer, qui ont été difficiles. Vous avez été, j'allais dire, au front, au combat, les premiers. Je crois qu'il faut vraiment le dire. Et vous rendre hommage pour ça. Et un hommage particulier au Cinerpa parce que vous nous avez, nous parlementaires, largement informés de ce qui se passait avec ces newsletters. Et je crois qu'un grand merci à Florence et à toute l'équipe du Cinerpa parce que c'était pour nous très précieux de savoir ce qui se passait exactement dans tous les établissements. Et pour ça, un grand merci. Pour répondre à votre question. Tout d'abord, saluer le plan de relance. Je crois que c'était important de pouvoir, dans un premier temps, accompagner, comme l'a dit Geoffroy Roux-Lebézieux tout à l'heure, l'entreprise, l'industrie. Et dans ce secteur, d'ailleurs, dans ce plan de relance, une partie pour les EHPAD, et il faut aussi le souligner. C'était nécessaire. Au 3D que vous évoquiez, madame, moi, j'ai envie de mettre 3 lettres. Tous ici, on voit bien un espèce de brin d'optimisme. Légitime, on est heureux, on peut retourner boire un coup sur les terrasses, on peut retirer le masque, et on a envie. On en avait besoin et on a envie. Réalisme, on voit bien aussi qu'on se pose des questions. Et tout ça matiné d'une espèce d'incertitude. Parce que le monde d'après, on ne voit pas tout à fait comment il va se dessiner devant nous. Parce qu'on sait très bien que l'optimisme actuel fait que, oui, l'économie reprend. On a tous envie d'acheter, on a tous envie de partir en vacances. Et donc, peut-être que les économies que nous avons faites ces derniers mois, on va les dépenser en partie. Mais qu'en partie, comme il y a cette petite dose d'incertitude, on va aussi en garder un peu. Parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. Parce que la rentrée peut-être va être un peu plus compliquée que ce qu'on l'imagine. Mais il y a des secteurs où effectivement la rentrée peut-être sera un peu compliquée. Donc oui, ce plan de relance est nécessaire. Il concerne une grande partie, mais que peut-être l'éventualité d'un deuxième plan de relance, que j'ai plutôt envie de dire basé sur l'humain, sera nécessaire. Ah, sur l'humain, elle m'a expliqué. Ce premier plan de relance, c'était, nous les politiques, on parle parfois de politique du dur et du mou. Ce plan de relance, il était très dans le dur. C'est l'industrie, l'investissement. On voit bien qu'investir sur l'humain, après la crise que nous venons de traverser, est absolument nécessaire. Ce plan de relance, que j'appelle de mes voeux, comprendra peut-être cette fameuse loi grand âge et autonomie qu'on attend tous, qui s'appellera peut-être Génération solidaire, mais investir dans l'humain, c'est important parce que d'abord ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables et que nous en avons tous besoin. Tous besoin. Investir dans le secteur du grand âge, investir dans les services, mais aussi ce plan de relance humain. On voit bien que cette crise sanitaire, elle sera matinée malheureusement pour certains de nos concitoyens d'une crise, j'allais dire, psychosociale. Et on voit bien que certains de nos concitoyens vont pendant longtemps encore avoir des traces suite à cette crise. Parce que je crois qu'on peut dire qu'on a tous, à plus ou moins de niveau, une raison de ne pas aller très bien. Tous. Bien. Sylvain Rabuel, vous êtes, je le rappelle, président directeur général de DomusVi. Parlons un peu du poids de votre secteur dans la relance, notamment en termes d'emploi. Oui, alors je ne vais pas être le porte-parole uniquement de DomusVi, mais de l'ensemble des dirigeants de notre secteur. Ils sont très nombreux. Il y a une première observation, c'est que, et je pense que tout le monde va être d'accord, c'est que nos métiers, nos entreprises, nos professionnels sont une chance pour le plan de relance. On est créateur net d'emplois tous les ans, aujourd'hui, et ça ne va aller que s'amplifier dans les années à venir, parce qu'on a devant nous un choc démographique considérable, et il va falloir de plus en plus de ressources humaines, de compétences professionnelles pour accompagner le vieillissement de la population française. Donc il y a un phénomène quantitatif,
Mais c'est un secteur aussi qui est riche en emplois qualitatifs. Il y a une très grande variété d'emplois dans nos métiers, qu'on soit dans l'accompagnement au domicile ou en établissement. Et ce sont des emplois qui s'adressent aussi bien à des jeunes en démarrage de vie professionnelle. Ce sont aussi des emplois qui sont parfaitement adaptés à des reconversions professionnelles. Il y a des formidables histoires de reconversion professionnelle dans nos métiers, donc qui permettent d'accompagner la longévité de la vie professionnelle et le changement de métier. Donc ce sont des métiers à la fois nombreux en quantité dans les besoins aujourd'hui et encore plus demain, et qui ont une variété et une qualité et un intérêt d'emploi très considérable. Donc évidemment, nos métiers sont une chance pour le plan de relance et pour une relance durable. Mais je crois que pour nous, à l'inverse, la relance peut être une chance pour nos entreprises, notre secteur et nos métiers. Florence l'a dit tout à l'heure dans son discours, on a une modernisation, une transformation à poursuivre. Elle a été entamée par ces métiers il y a 20 ans. Elle est à poursuivre. Il y a une réorganisation complète de l'activité domiciliaire à penser et à réussir, avec les pouvoirs publics, mais par nous-mêmes aussi. Une évolution continue du modèle des EHPAD et des maisons de retraite médicalisées à poursuivre. On en est les premiers conscients et à mettre des propositions. Et j'observe quand même si vous avez raison, Madame la députée, en soulignant que le premier plan de relance français, il est très dans le dur, mais d'ores et déjà, il y a des investissements qui sont fléchés vers le secteur du grand âge, et c'est pas si commun qu'un plan de relance économique français identifie le secteur du grand âge dans ses préoccupations. Et il y a des investissements qui sont fléchés aussi vers le développement numérique dans notre métier, ce qui est un grand défi. Et si évidemment il y avait une deuxième phase de plan de relance, il doit être l'occasion d'avoir une approche plus servicielle, qui était également appelée de ses voeux par le président du MEDEF, et je crois qu'il a raison. Et là, c'est un levier pour la poursuite de la modernisation de notre secteur. On peut dire un mot, Sylvain, de la façon dont ça se passe dans les autres pays européens où Domusvie est implanté, hein, outre la France, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne, où vous êtes leader, et le Portugal. Avec plaisir. Si on prend le cas de l'Espagne, hein, on a vu dans les chiffres que vous avez présentés, monsieur Ayer, l'Espagne a été durement touchée par la pandémie, d'une part, plus durement qu'en France, et puis par les conséquences économiques de cette pandémie. Et là, c'est très frappant de constater que l'Espagne, plus que la France dans son plan de relance actuel, a placé toute l'économie du grand âge au centre, comme un pivot de son plan de relance. Alors, le fait est qu'il y a d'immenses besoins en Espagne, parce que le vieillissement de la société espagnole est encore plus prononcé que celui de la France, qui sont sans doute un peu en retard en termes d'équipement, mais ils ont placé, les Espagnols, le gouvernement espagnol, dans le plan de relance qui a été proposé à l'Union européenne, tout le secteur du grand âge, de façon absolument centrale, plus que la France, hein, avec une approche très centrée sur l'humain et les métiers, pour arriver à embaucher plus de gens dans ce secteur, améliorer les conditions de rémunération. Donc, dans d'autres pays européens, on constate qu'il y a une mise au service du secteur et des métiers du grand âge au cœur du plan de relance. Alors, je sais, Sylvain, qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est l'EHPAD bashing. Enfin voilà, maintenant c'est passé presque dans le langage courant. L'EHPAD bashing, frein à l'attractivité. Il me tient à cœur, mais il tient à cœur à toute la salle. Hein. Vous êtes le porte-parole. Évidemment, qui serait un frein à l'attractivité des métiers et à la reprise? C'est une évidence. Enfin, on est en France dans une situation complètement paradoxale où on a un besoin considérable de ressources humaines dans ce secteur. On en appelle à pouvoir accompagner les personnes âgées à leur domicile de plus en plus, ce qui est encore plus consommateur d'emplois et de ressources humaines que la vie en établissement. Et dans le même temps, on ne cesse de dégrader l'image de ces métiers, la valeur de ces métiers, leur intérêt. Et je parle des professionnels, mais je parle aussi des entreprises, parce que derrière les professionnels et les gens qui travaillent, il y a des entreprises, il y a des chefs d'entreprise, et il y a une dévalorisation sociale qui est incompréhensible et inacceptable, et à laquelle il faut mettre fin. Ce qui ne veut pas dire que tout est parfait
dans notre pratique et dans nos métiers, et on en est les premiers conscients. Mais enfin, qui est parfait dans ce bas monde? Personne. Et c'est pas en stigmatisant les entreprises et le secteur et les professionnels qui y travaillent qu'on améliorera les choses. Donc il y a clairement une révolution, un changement de regard à faire. Mais d'une certaine manière, le drame qu'on a vécu tous l'année dernière et que Florence a parfaitement résumé, je crois qu'il a commencé à contribuer à changer les choses. D'abord, tous les professionnels du grand âge, travailleurs à domicile ou en EHPAD, ont été finalement associés aux professionnels du sanitaire et ont été applaudis. Et ils en ont ressenti une immense fierté. Et je crois que c'est assez neuf. Donc moi, j'ai bon espoir que cette crise du coronavirus ait finalement placé aussi pour le meilleur nos équipes et tous nos collaborateurs sous un projecteur positif et à aider à percevoir l'absolue nécessité de leur travail quotidien et sa grandeur aussi. Donc je suis plutôt optimiste, mais il faut effectivement qu'on arrête les simplifications et les âneries. Madame Firmin-Lebaudot, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je crois que l'EHPAD bashing, il a existé, il ne faut pas le nier, notamment la fameuse grève des EHPAD où là c'était juste terrible. Et moi je vous rejoins et je crois que nous partageons la même idée sur ce plan de relance que j'appelle de mes voeux doit accompagner l'attractivité des métiers du grand âge dont on sait bien qu'il est l'enjeu majeur des mois à venir. C'est vraiment l'enjeu majeur et donc il faut l'accompagner. Et si on peut l'accompagner à travers un plan de relance, je crois qu'il sera bénéfique pour nous tous et pour l'emploi et pour nos jeunes. Nathalie Hannet, vous êtes coordinatrice nationale adjointe de la mission sur les métiers de l'autonomie confiée par le Premier ministre. Alors dites-nous un peu de quoi il s'agit. Parlez-nous de cette mission. Donc on vous l'a confiée en décembre dernier. Comment renforcer l'attractivité des métiers de l'autonomie en même temps que celle confiée à Michel Laforcade sur les négociations post-Ségur? Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes le mécano qui essayons d'être à l'écoute à la fois des entrepreneurs, des dirigeants, qu'ils soient associatifs ou pas, ou commerciaux ou publics, pour identifier les difficultés concrètes qu'ils rencontrent pour recruter, pour former, et de travailler avec l'ensemble des administrations, des cabinets, à mettre en place les solutions qu'il est nécessaire de mettre en place au niveau national, dans la réglementation, éventuellement dans l'injection de crédits budgétaires supplémentaires, pour que vous puissiez au quotidien être moins en difficulté pour ces recrutements. Donc concrètement, avant que la mission ait été nommée, il y a un plan de recrutement qui avait été lancé et qui a favorisé un rapprochement et presque une découverte entre les ARS, les pôles emploi et des rapprochements aussi entre ces acteurs et les fédérations du secteur. Et je pense que le SINERPA n'était pas de reste, il est toujours plutôt en pointe quand il y a des dynamiques collectives qui se mettent en place. Donc ça a été un premier sujet qui a fait qu'on a, je sais plus, c'est une trentaine de milliers de recrutements, c'est 80% des offres qui ont été satisfaites aux chiffres que nous a transmis Pôle emploi grâce à ce travail-là. Les administrations ensuite ont poursuivi le travail en proposant des formations courtes, alors qui ont suscité un certain nombre de débats. Financées par le plan de relance? Alors financées, là, celle-ci parle pas par le plan de relance, mais par Pôle emploi. Donc, mais il y en a aussi financé par le plan de relance à hauteur de 92 millions d'euros. C'est ça, j'y viens juste après. Donc il y a une circulaire qui est sortie en avril et qui préconise, financée par Pôle emploi, pour les demandeurs d'emploi, une formation courte de 210 heures qui favorise le fait que des personnes qui ne connaissent pas du tout nos métiers, qui ne sont pas qualifiées, puissent y rentrer plus rapidement. Et on travaille en plus à ce que des rapprochements soient opérés pour que ça puisse être au profit aussi de recrutement de personnes qui sont éligibles au contrat aidé et pour que ça puisse être que les rapprochements se fassent avec les employeurs de l'insertion par l'activité économique qui eux-mêmes peuvent proposer et préparer des personnes à ces métiers-là. Donc ça c'est un premier sujet, on en
parlé à midi avec les adhérents Occitanie du CINERPA et la formation que vous avez construite. Donc je connais un peu le sujet, je le connais un peu mieux encore depuis le déjeuner. Et il n'y a aucune raison pour que cette formation ne rentre pas dans ce dispositif-là. Elle a été conçue pour répondre au canon de la POE et qu'on puisse l'utiliser pleinement pour que toute personne qui n'a pas encore été formée et qualifiée aux métiers pour lesquels on recrute dans les EHPAD mais aussi dans le domicile puisse l'être en n'étant pas complètement perdue ni démunie, en ayant vérifié par elle-même au cours de cette formation qu'elle se sentait en capacité de travailler auprès de personnes âgées, mais c'est aussi vrai auprès des personnes en situation de handicap par ailleurs, et rentrer dans le secteur. Et l'enjeu derrière, c'est comment on fait pour que ces personnes-là qui rentrent en n'ayant pas de qualification, mais juste une certification, puisque fort heureusement, votre formation a été reconnue au RNCP, c'est comment qualifier ces personnes vers les métiers dont on a besoin. Et donc c'est là où on a mis sur la table 92 millions plan de relance pour 2110 parcours AS et AES, tout frais compris, puisque parmi les premières choses qu'on a faites quand on a démarré cette mission, c'était de rencontrer des DRH et les fédérations employeurs pour connaître les difficultés. Je vous dis, on est dans le mécano. Et une des premières choses qui nous a été dite, c'est des formations qualifiantes. On ne demande pas mieux que d'y envoyer nos salariés, mais on n'a pas les financements pour les remplacer. Et on ne peut pas se permettre, alors même que tous les postes ne sont pas pourvus, d'envoyer nos salariés en insertion et de pas en qualification et de ne pas être capable de tenir la charge et les missions qui nous sont confiées. Donc là, on a dégagé ces 92 millions d'euros pour financer les frais pédagogiques, les frais annexes et la rémunération des salariés qui partent en qualification. Donc l'OPCO Santé, qui est le vôtre, est à fond très mobilisé pour la mise en œuvre de ce dispositif. Et notre sujet, c'est le coup d'après, puisque ça, c'est pour 2021-2022, c'est comment on va construire et pérenniser ce type de démarche, parce que c'est évidemment très coûteux, 37 000 euros par parcours en coût moyen. Donc une des hypothèses, et ça fait partie des chantiers sur lesquels on travaille et qui fait partie aussi des revendications légitimes du CINERPA, c'est comment fluidifier la VAE, la simplifier et surtout favoriser le fait qu'on fasse des parcours dits hybrides, c'est-à-dire permettre à des personnes qui ont déjà exercé dans le secteur, d'où l'intérêt de ces certifications pied à l'étrier préalables, de valider une partie des blocs de compétences, puisque les référentiels ont été retravaillés de cette façon-là, dans ce dessin-là, et de n'avoir plus, du coup, en temps et en coût de formation que quelques mois, quelques blocs, donc ça coûte moins cher, ça prend moins de temps, et en plus, ça dédramatise énormément, puisqu'on sait qu'une des difficultés de la qualification dans le secteur, c'est la peur que peuvent avoir des tas de professionnels qui sont extrêmement pertinents, extrêmement professionnalisés, mais la peur de rentrer en formation pour obtenir la qualification parce que retourner à l'école, parce que donc toute cette dédramatisation qui peut avoir lieu à la faveur de la VAE serait un sujet important. Et puis le deuxième registre dans lequel on a ouvert la boîte à mécano et essayé de favoriser et fluidifier les choses, c'est l'apprentissage, puisque c'était un vecteur qui était relativement peu utilisé dans le secteur sanitaire et médico-social, plus volontiers par les entreprises que par le secteur associatif, et on ne parle même pas du public qui ne l'utilisait pas du tout. Et donc là, on a fait un gros travail pour que la fonction publique hospitalière puisse le faire, je ne m'étendrai pas ici. Mais pour ce qui est de l'apprentissage, donc, pour les employeurs privés, on va dire, qu'ils soient commerciaux ou pas, on a travaillé, alors vu qu'une des cibles c'était les aides-soignants, on a travaillé avec les instituts de formation des aides-soignants, à la fois pour les encourager et les guider à ouvrir des classes d'apprentissage et favoriser le fait que la loi de 2018, qui a ouvert très largement les possibilités de développer l'apprentissage, était bloquée parce que dans le secteur sanitaire et social, les places de formation sont arrêtées par les régions, comme vous le savez tout aussi bien que moi, sinon mieux. Donc on a levé ce blocage sur les places de formation qui fait que aujourd'hui les instituts de formation ont toujours des places qui sont donc arrêtées dans le sanitaire et social par les régions, mais les places de formation en apprentissage et en validation des acquis de l'expérience sont sorties de ces quotas, ce qui permet de développer massivement, et aux entreprises que vous êtes, de développer des CFA et de vous appuyer sur
des IFAS qui peuvent devenir des unités de formation par apprentissage, et donc de déployer une offre qui est nécessaire. Et puis, alors, je n'ai pas mentionné l'offre de formation qui a été développée, ça c'est des crédits de plan de relance. Les 16 000 places, alors devenues 12 515 au regard de ce que les régions ont pris. Donc ça va être développement de l'offre de formation, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux qui va venir alimenter. Et enfin, alors je ne suis pas exhaustive, mais il y a un sujet, je sais, qui vous tient à cœur et qui nous tient tous à cœur quand on s'intéresse à ces métiers de l'autonomie, c'est les jurys de concours. Ça peut paraître anecdotique, mais aujourd'hui, c'est déjà une tannée à ISO volume de formation de parvenir à obtenir des jurys en temps utile et en particulier pour les gens qui passent des diplômes en VAE. Mais demain, avec les 16 000 places de formation en plus, avec le développement de l'apprentissage, avec le développement de la VAE, on va juste pas y arriver. On aura construit un beau système, on aura mis de l'argent, de l'énergie, de l'intelligence humaine et professionnelle, et à la fin, on n'arrivera pas à diplômer les personnes. Donc la semaine prochaine, on a une réunion interministérielle sur le sujet qui va travailler sur la base des travaux qu'on a fait nous en mécano avec les services déconcentrés qui sont sur ces sujets-là, de façon à déverrouiller cette organisation et nous donner collectivement les moyens de certifier et de diplômer. Voilà. Très bien. J'avais plein de questions. Vous avez tout fait en une réponse. Donc non, mais c'est pratique. C'est bien aussi. Merci. Éric Heyer, j'ai envie de vous demander votre sentiment. Qu'est-ce que vous inspire tout ce que vous venez d'entendre ? Beaucoup de choses. Et ça me fait dire que j'ai oublié de dire beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, en un quart d'heure, on a parlé beaucoup de quantité de croissance, de quantité d'emploi. Et que finalement, on voit bien que ce qui est important, c'est la qualité de tout cela. Enfin, vous voyez, un plan de relance pour faire plus de croissance. Oui, mais de croissance pour faire quoi ? Vous voyez, le président du MEDEF nous a dit on a mis sous cloche l'économie. Donc du coup, il faut, si on pense là, on dit il faut lever la cloche et qu'on revienne au niveau de croissance d'avant. Oui, mais est-ce que la croissance d'hier était vertueuse? Est-ce que la croissance d'hier ne provoquait pas des inégalités qui provoquaient des déséquilibres, du protectionnisme, du Brexit, du montée du populisme, des gilets jaunes? Donc est-ce que l'on veut cette même croissance économique qui faisait du réchauffement climatique et du fait que c'est sans doute insoutenable dans un certain nombre de pays? Donc peut-être que c'est l'occasion, effectivement, de se dire comment on fait demain de la croissance, comment on donne un emploi à tout le monde, comment on revalorise un certain nombre de métiers. Vous voyez, on a applaudi énormément de salariés pendant cette crise, mais est-ce qu'on les rémunère correctement? Est-ce que aujourd'hui la rémunération qui est au niveau d'une productivité est la meilleure façon de dire merci aux personnes qui ont permis à cette économie pendant ce confinement de au moins d'être un minimum pour tout le monde? Est-ce que l'on ne doit pas réfléchir un peu différemment, mais bien entendu collectivement, et ça doit se faire en France, ça doit se faire en Europe, donc c'est de ce point de vue-là une bonne chose que l'intégralité des plans de relance maintenant se réfléchissent au niveau européen, mais aussi au niveau américain et au niveau chinois. Est-ce qu'on doit rentrer dans cette guerre commerciale qui déjà était une source d'inquiétude avant la crise? Et alors on pouvait se féliciter du fait que le président Trump ne soit pas réélu parce qu'il nous avait annoncé une énorme guerre commerciale, mais on voit bien que finalement cette crise et cette guerre commerciale aura bien lieu sous d'autres formes, mais elle aura bien lieu. Donc réfléchissons tous ensemble à comment on peut avoir de la croissance économique, mais au service non pas de la croissance, mais au service d'un bien-être et d'un bien-être collectif. Et effectivement, sans oublier, parce qu'on a l'impression que le réchauffement climatique, du coup, est passé un peu derrière, là, parce que la priorité, c'est de consommer, de relancer l'activité économique, mais derrière, il y a toujours le péril climatique qui est là et qui reste plus que jamais présent. Mais ça, alors vous voyez, est-ce que la croissance provoque un réchauffement climatique, quoi? Est-ce que l'être humain... Bon, alors ça, c'est un débat qui est vieux comme Voltaire et Rousseau, ils se battaient déjà là-dessus. Bon, moi, je pense personnellement que Rousseau a gagné haut la main ce débat, comme l'Italie hier dans son match de football, donc il n'y a plus photo, mais l'économiste doit se poser la question inversée. Est-ce que le réchauffement climatique est bon pour la croissance économique? Et aujourd'hui, on a un faisceau de preuves qui nous montrent que ça dépend du niveau de température, c'est-à-dire quand vous partez d'un niveau de température bas, un réchauffement climatique peut être bon
pour la croissance économique, mais à un niveau de température élevé, tout réchauffement supplémentaire va avoir des effets très négatifs sur la croissance. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que selon la zone géographique dans laquelle vous vous situez, le réchauffement climatique va être une catastrophe et que le réchauffement climatique dans le sud de la planète va être une énorme catastrophe dans les années à venir, un peu moins pour nous, pays du Nord, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y aura des flux migratoires gigantesques à attendre dans les années à venir, et c'est peut-être ça que l'on doit commencer à préparer, c'est-à-dire comment fait-on pour éviter la catastrophe, les tsunamis, les tremblements de terre, les inondations qui seront chez nous, mais surtout dans le sud de l'hémisphère, et comment on va éviter ou organiser ces flux migratoires qui sont quasi inéluctables, si on en croit un certain nombre de scientifiques. C'est plutôt vers ces genres de préoccupations qu'on devrait mettre en place une croissance qui prend en compte ce genre d'aléas. On rappellera que les dirigeants du G7 réunis récemment ont annoncé, se sont engagés sur une baisse de 50% des émissions de carbone d'ici 2030. Mais bon, comme on a déjà entendu ce genre de choses, on va prendre ça avec de grosses pincettes. Merci à tous les 5. Un merci particulier à Agnès Firmin-Lebaudot parce qu'elle devait être en visio et puis elle a dit mais moi je viens en fait, je serai là. Voilà. Donc vous saluerez votre collègue Madame Janvier quand vous la croiserez à l'Assemblée. Vous lui direz bonjour de notre part, bien sûr. Voilà, merci à tous.